Bonjour à tous. Alors, si ça continue, les gens vont croire que cette chaîne se spécialise dans les faits divers. Rassurez-vous, il n'en est rien. Puisqu'en parlant du drame qui s'est déroulé hier à Nanterre, mon intention, ce n'est pas de parler du fait divers en lui-même, mais de ce qu'il exprime. Comme pour l'affaire d'Annecy ou celle de l'agression de Bordeaux, la bavure présumée de Nanterre déchaîne les passions de la foule, d'un côté comme de l'autre. Pourquoi est-ce qu'elle déchaîne les passions? Eh bien, tout simplement parce que c'est un symbole. Cette affaire, c'est un symbole, c'est le symbole d'une société dysfonctionnelle, c'est le symbole d'une société à faible niveau de confiance. Et c'est peut-être l'une des choses, en fait, que la plupart des gens ne comprennent pas, ou en tout cas, ceux qui s'agitent actuellement, soit à Nanterre, puisqu'il y a eu des émeutes, pas seulement à Nanterre d'ailleurs, hein, mais aussi dans d'autres villes de la banlieue parisienne, et même ailleurs en France d'ailleurs, ou que ce soit ce que j'appelle les charognards de la démocratie libérale, donc en particulier les partis de gauche, tels que EELV ou la France insoumise, la NUPES en général. Ce genre de fait divers, en fait, devient symbolique et passionnel, surtout à partir du moment où les images et surtout les vidéos de ces affaires sont largement diffusées sur les réseaux sociaux et même souvent instantanément, avant qu'une quelconque enquête commence, etc., etc. C'est de plus en plus le cas. Alors pas forcément en termes de nombre, mais ce sont, je veux dire que on a souvent comme ça régulièrement des affaires où on a des images, notamment des vidéos, et forcément ces affaires deviennent beaucoup plus symboliques, puisqu'elles symbolisent effectivement des dysfonctionnements graves dans la société, mais elles le deviennent d'autant plus que nous avons une capture vidéo, une capture graphique. Ce qui n'est évidemment pas le cas des centaines, peut-être pas des centaines, mais des dizaines de milliers d'affaires graves qui se déroulent chaque année en France. Je vais vous donner tout à l'heure quelques statistiques, que ce soit des agressions, incivilités, viols, cambriolages, etc., trafic de drogue. Ça se compte, effectivement, je n'exagère même pas en disant que ça se compte en fait en centaines de milliers d'affaires. Donc voilà, forcément, toutes ces affaires ne retiennent pas autant l'attention, elles ne créent pas autant d'émoi, puisque toutes ces affaires ne sont pas forcément filmées et diffusées comme ça, et elles n'occupent généralement qu'une petite place dans un média local ou dans une rubrique de faits divers. Alors avant de continuer, on va quand même faire un résumé de ce qui s'est passé, et pour pas que ce soit trop ennuyeux, je vais tout simplement lire une dépêche de presse qui résume en fait l'affaire. Donc, ce mardi matin, un adolescent a été tué lors d'un contrôle routier par un policier qui a fait usage de son arme à Nanterre. Les sources policières évoquent un refus d'obtempérer. Le policier qui a tiré a été placé en garde à vue pour homicide volontaire, selon le parquet de Paris. La voiture donc de l'interpellé s'est encastrée contre un poteau quelques mètres plus loin. Selon ces mêmes sources, malgré l'intervention des secours, le jeune de 17 ans a succombé à ses blessures. Selon les premiers éléments de l'enquête, les faits se sont déroulés ce mardi matin, à Nanterre. Les policiers remarquent un véhicule Mercedes, d'ailleurs un véhicule Mercedes AMG, je crois que c'est une classe A. On va y revenir justement. Donc ils remarquent ce véhicule qui commet plusieurs infractions au code de la route. Ils s'approchent de la voiture pour contrôler le conducteur. Et d'après la version fournie par les policiers, ou en tout cas par une source policière, un des deux fonctionnaires de police se place à l'avant du véhicule pour l'empêcher de partir. Et c'est alors que le conducteur lui fonce dessus. Et donc l'autre policier fait usage de son arme à feu et tire une fois, donc tuant le jeune en question, hein, le conducteur. Et donc le véhicule s'encastre quelques mètres plus loin dans un poteau. Je pense que le jeune n'est pas mort instantanément. Il avait peut-être le pied sur l'accélérateur ou il a essayé de fuir instantanément. Et donc voilà, il n'a pas pu résister longtemps effectivement à sa blessure et il est mort. Et l'article nous précise aussi donc l'identité, un petit peu plus de choses sur l'individu en question, qui est né en 2006. Le conducteur est un adolescent de 17 ans, déjà connu des services de police, notamment pour conduite sans permis, refus d'obtempérer et trafic de drogue. Effectivement, on a appris effectivement par ailleurs, hein, par d'autres articles de presse, que ce jeune avait quand même à 17 ans un casier assez fourni, notamment en matière de... Il avait quand même pour habitude manifestement de rouler sans permis, de rouler des véhicules d'ailleurs très enfin, luxueux, hein, effectivement, rouler à 17 ans en classe A AMG, ça interpelle quand même si vous avez vécu dans certains quartiers, c'est pas quelque chose de très exceptionnel, on va dire, en tout cas, on sait à quel type de population on a affaire. Et donc voilà, il était habitué à conduite sans permis, refus d'obtempérer, et apparemment aussi trafic de drogue. Ça, c'est à confirmer, mais apparemment, voilà. Alors, soyons clairs, dès le départ, objectivement, ce jeune homme, évidemment, ne méritait pas de mourir pour ça. Même s'il avait
aussi manifestement, alors il faudra voir les éléments de l'enquête, mais bon, clairement, il avait quand même une conduite assez dangereuse. Enfin, je veux dire, quelle est la raison, en fait, de refuser d'obtempérer comme ça au contrôle de police, et surtout de le faire de façon répétée, parce qu'encore une fois, c'était pas la première fois. Donc, soyons honnêtes, c'était pas quelqu'un qui présentait le profil de l'honnête citoyen. Et je ne dis pas ça pour justifier sa mort, hein, mais simplement pour faire comprendre de quoi ce drame est le symbole. Encore une fois, moi, alors, c'est pas pour dérespecter ce drame, enfin, ce jeune qui est mort et sa famille, c'est pas ça que je veux dire. Mais ici, je ne me focalise pas en fait sur le fait divers. Je suis pas là pour commenter un fait divers simplement. Moi, je suis là pour parler du symbole. Le symbole de cette affaire, enfin, le symbole qu'est cette affaire. De quoi ce drame est le symbole, en fait. C'est ça qui m'intéresse. Et non, alors là, il faut le dire tout de suite, le symbole de cette affaire, ce n'est pas une police violente et raciste. C'est pas du tout ça, loin de là. Parce qu'on voit déjà pas mal de politiciens qui excitent évidemment les instincts assez bas de leur électorat supposé, et qui nous parlent en fait en gros, qui expliquent cette affaire comme étant le résultat d'un racisme systémique au sein de la police française, et même de la société française en général, ce qui est quand même assez risible. Donc, depuis ce matin, évidemment, enfin depuis hier matin plutôt, excusez-moi, les médias et les réseaux sociaux sont en ébullition avec d'un côté ceux qui soutiennent les policiers et disent que ce jeune, en gros, a mérité son sort, ou en tout cas que c'est bien fait pour lui, etc. Et de l'autre côté, vous avez la bourgeoisie libérale et gauchiste, ainsi qu'un certain public multiculturel, ceux qui sont partis évidemment faire des émeutes, etc. Donc c'est voilà, qui évidemment eux hurlent au racisme systémique et à l'inquiétante montée de la violence policière. Donc apparemment le problème en France, si on écoute tous ces jolis cœurs de la gauche bourgeoise et libérale, ainsi que leur public qui en fait ne fait que répéter leurs injonctions. Voilà, selon eux, on a deux gros problèmes en France, ce serait le racisme systémique et l'inquiétante montée de la violence policière. Ce qui est quand même étrange, hein. C'est quand même curieux. Ce qui semble, selon moi, très peu crédible. Mais à part ça, il y a aussi des gens raisonnables. Heureusement, il y a des gens raisonnables comme Pierre Sautarel, c'est-à-dire des gens en fait qui comprennent exactement ce qui se joue vraiment dans ce genre de drame. Et je dis bien Pierre Sautarel parce que, encore une fois, vous avez pas mal de gens à droite qui, à mon avis, ne comprennent pas bien, ne réalisent pas en fait concrètement dans quelle situation nous sommes. Et Pierre Sautarel, c'est quelqu'un justement qui comprend la situation exactement, qui comprend exactement ce qui se joue vraiment, et qui ne tombe pas évidemment, et qui ne tombe pas dans les écueils un petit peu caricaturaux qu'on peut lire parfois à droite. Alors encore une fois, ce que ce drame symbolise en fait, c'est notre société ouverte. C'est notre modèle de société qui est le modèle de la société ouverte. Alors j'ai déjà parlé de nombreuses fois de la société ouverte. C'est une expression qui ne se résume pas à Georges Soros et à son organisation, je vous l'ai déjà dit. La société ouverte, c'est un concept qui a été développé par Karl Popper, qui est donc l'un des plus grands penseurs néolibéraux immédiatement donc dans la période de l'après-guerre, hein, et qui en fait est l'une des références, c'est l'un des piliers en fait, l'un des référents intellectuels de, si vous voulez, de l'idéologie dominante en Occident. Il y a lui et il y a aussi l'école de Francfort. Ce sont vraiment les deux piliers, enfin selon moi, c'est vraiment en termes de philosophie politique, ce sont des piliers essentiels, et pourtant qui sont rarement mentionnés. Si vous voulez, il faut bien comprendre que la gauche radicale aujourd'hui, leur modèle, ce n'est pas Karl Marx, ce n'est pas Lénine, c'est encore moins Staline, c'est à la limite Trotsky plutôt, mais c'est surtout, leur modèle en fait, c'est surtout quelque chose dont ils n'ont pas conscience, c'est quelqu'un dont ils n'ont même pas conscience finalement, c'est Karl Popper et l'école de Francfort. Euh, Toute leur doctrine en fait est reflétée, si vous voulez, dans la société actuelle, que ce soit au sommet de l'État, enfin aujourd'hui au sommet du régime, ou que ce soit dans les soi-disant oppositions de gauche plus ou moins radicales. En tout cas, voilà, ce drame, c'est le symbole de notre société ouverte et l'une des caractéristiques de la société ouverte, c'est-à-dire le faible taux de confiance.
la société ouverte, c'est aussi un état de stress permanent, et tout spécialement dans les grandes zones urbaines et multiculturelles comme Nanterre. Évidemment, les belles âmes gauchistes et libérales ont beaucoup de mal en fait à imaginer pourquoi un policier, malgré évidemment en l'espèce une décision moralement discutable, hein, quand même assez grave en l'espèce, mais tous ces gens en fait ont du mal, semble-t-il, à imaginer pourquoi un policier pourrait en venir à de telles extrémités. Ils ne comprennent pas, et je vais vous dire pourquoi ils ne comprennent pas. Rappelons déjà que ces deux policiers affirment que le jeune en question, quelques instants avant sa mort, avait tenté d'écraser l'un des deux agents. Alors c'est une version qui est contestée par les gens qui ont sorti les vidéos, etc. C'est contesté, mais en réalité, on sait très bien que ce ne serait pas du tout étonnant. Enfin, moi, j'ai pas de raison, si vous voulez, de ne pas croire cette version-là, étant donné qu'en fait, on a quand même très régulièrement, je ne dis pas régulièrement, je dis très régulièrement, on a des affaires de policiers qui se font renverser par des chauffards, par des gens en fait qui leur roulent dessus volontairement, hein, des gens qui cherchent à leur échapper, des délinquants, toutes sortes de gens comme ça. C'est quand même assez fréquent. Je me souviens moi-même dans la banlieue de Strasbourg, il y a quelques années de ça, je me souviens avoir assisté à une affaire comme ça. Et voilà, encore, ce sont des cas on entend très régulièrement. Tous les mois ou tous les 2 mois, il y a une affaire comme ça, quelque part, d'un policier qui se fait renverser par un chauffard, un criminel, quelqu'un qui prend la fuite, qui fait un refus d'obtempérer et un délit de fuite. Donc c'est pas une explication qui serait surprenante hein, de la part des policiers. Donc il n'y a pas vraiment de quoi la remettre en question. Mais encore une fois, l'intelligentsia et la classe politique, en particulier à gauche, nous expliquent qu'en fait, voilà, tout ça, c'est une affaire de racisme systémique. Euh, Selon eux, voilà, la violence systémique, le racisme systémique n'est que du côté de la police, mais par contre, il n'y a pas d'autre violence systémique dans la société, selon eux. Alors évidemment, il n'est pas question de s'aveugler sur l'état actuel de la police. Hein, on l'a vu pendant les Gilets jaunes, on l'a vu à pas mal d'occasions, mais il faut bien comprendre une chose, c'est complètement stupide d'être anti-police par principe, juste parce que, je sais pas, vous vous êtes pris une amende ou d'une chose comme ça, c'est idiot. Euh, la police est une institution, et malheureusement aussi, la qualité de cette institution sera en grande partie conditionnée par la qualité du régime qui contrôle cette institution. Hein. La police, certes, comme tous les corps constitués, est en principe au service de la nation, de l'intérêt national, du bien commun, mais il est évident qu'à partir du moment où vous avez un régime qui a une certaine doctrine politique, une certaine idéologie politique, ben forcément cette police-là, ça va déteindre sur elle, malheureusement, en bien ou en mal. Euh, voilà, donc c'est juste pour rappeler, si vous voulez, ce principe élémentaire, hein, parce on voit beaucoup de discours, il y a beaucoup de gens qui se bagarrent aujourd'hui, y compris à droite, hein, vous avez ceux euh, qui, comme je l'ai dit, soutiennent sans condition les forces de l'ordre, etc. Mais en fait, ils le font plutôt parce que ils sont bien contents qu'une racaille se soit fait abattre. Et puis vous avez les autres qui disent ah mais non c'est scandaleux, moi les flics je peux pas les supporter, etc. Donc il faut être raisonnable mais bon c'est évidemment si on n'a pas de discipline doctrinale c'est compliqué pour certaines personnes. Mais à la limite ça ce sont des débats si vous voulez périphériques. Moi ce qui m'intéresse en quelque sorte c'est que il me semble que tous ces gauchistes et tous ces libéraux qui hurlent à la bavure policière, moi ce que je remarque c'est que ces gens-là n'ont aucune idée de ce à quoi les policiers, notamment les policiers de banlieue, ont à faire tous les jours. C'est un métier extrêmement dur et d'autant plus dur dans la société dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire une société de masse, une société ouverte, où je vais développer justement cet aspect-là de mon analyse un peu plus tard. Dans une société ouverte, par définition, la répression efficace et durable du crime est impossible, précisément parce que c'est une société ouverte. Je vais vous donner quelques statistiques. En 2022, la France a connu une moyenne de 120 attaques au couteau par jour. Je dis bien 120 attaques par jour en France en 2022. Je vous laisse calculer ce que ça fait à la fin de l'année.
Depuis le début de l'année 2023, à Marseille, et nous sommes à peine en juin, on compte déjà près d'une vingtaine de règlements de compte à l'arme à feu. Et souvent, c'est pas des petites, c'est pas des armes de poing, hein. On parle souvent de Kalachnikov, c'est-à-dire de fusils d'assaut, etc. Avec aussi bien souvent des victimes collatérales, des innocents qui passaient par là, puisque souvent ces règlements de compte se font en pleine rue, etc. Donc voilà, il y a souvent des victimes collatérales, j'ai entendu l'autre fois une affaire comme ça, hein, quelque part à Marseille, dans une cité, où vous avez une mère de famille, une jeune mère de famille, très belle femme, très jeune, avec la vie devant elle, qui s'est fait tirer dessus, et je crois même que la mère est morte. Elle était avec sa fille, sa petite fille, quoi. Et voilà, il y a eu un règlement de compte, et donc voilà, elle a été mortellement touchée. Est-ce que ce genre d'affaires provoque l'indignation de tous ces gens à gauche là actuellement? On les entend pas à ce niveau-là. Pareil pour l'affaire, vous savez, l'agression de cette dame à Nice, je crois, c'était à Nice l'été dernier, une dame de quasiment 80 ans, qui s'était fait, et là aussi il y avait eu les vidéos, je crois. Je crois qu'il y avait eu des vidéos de cette affaire-là. Cette dame qui s'était fait littéralement fracasser la tête, hein, par trois racailles dans la rue, pour rien en plus, hein, c'est-à-dire que je crois qu'ils ont essayé de lui voler quelque chose, mais en fait c'était pas des gamins, si vous voulez, dans le besoin, parce que on nous sort toujours l'argument, enfin bon, je vais pas vous faire un cours de sociologie, hein, mais il y a toujours cet argument euh, de la enfin, des conditions sociales, socio-économiques comme étant générateurs voilà, de phénomènes criminogènes. C'est vrai que en partie, vraiment que en partie, ça ne justifie rien et ça n'explique certainement pas tout. Bon bref, tout le monde a oublié cette affaire, apparemment. Là aussi, et je pourrais vous donner des statistiques toute la journée. En 2020, on a rapporté, en France, en 2020, on a rapporté plus de 24 800 affaires de viol. C'est-à-dire environ 3 viols toutes les 3 heures en moyenne. Ce qui est d'ailleurs une augmentation de presque 35% par rapport aux statistiques de 2018. Je dis bien 24 800 affaires de viol pour la seule année 2020 en France. En 2022, les forces de l'ordre en France ont enregistré des saisies records de drogue, avec 120 tonnes de cannabis donc saisies, et 27 tonnes de cocaïne. Ce qui d'ailleurs a mis en lumière l'augmentation vertigineuse en fait du trafic de drogue, en particulier des drogues dures, notamment la cocaïne et l'héroïne, sur le territoire français. Et forcément, cette augmentation, parce que on pourrait se dire, ah mais super, magnifique, on fait des saisies records, parfait, la police est de plus en plus efficace. En fait, non, elle n'est pas de plus en plus efficace. C'est le crime organisé qui est de plus en plus efficace, et c'est le trafic qui devient de plus en plus massif, et lui aussi de plus en plus efficace. Moi, ça fait des années que je vois l'évolution du trafic de drogue par rapport à ce que c'était. Moi, je me souviens encore, allez, une quinzaine d'années où il n'y avait pas du tout cette organisation. Aujourd'hui, forcément, avec la technologie, les réseaux sociaux, euh, enfin, si vous voulez, la façon de vendre la drogue, en fait, et aussi de la marketer, en fait, hein, est devenue très différente et en fait s'inspire, comme vous le savez, des techniques, s'inspire du drive du McDonald's, s'inspire des techniques de MLM, enfin, c'est incroyable. Et donc, faut pas s'étonner qu'on assiste évidemment à une augmentation de la délinquance et de la criminalité, alors qu'on voit également une augmentation du trafic de drogue, qui est, à mon avis, l'un des facteurs les plus criminogènes, en fait, de ces dernières années, de ces 20 ou 30 dernières années, puisque, évidemment, ça génère tout un environnement, une société parallèle qui s'habitue, en fait, si vous voulez, à vivre comme ça, dans le mépris non seulement des lois, mais aussi, si vous voulez, de la morale publique. Parce que le problème que pose le trafic de drogue, c'est avant tout, enfin c'est en grande partie un problème de santé publique. Hein, c'est quand même de la drogue, donc avec tous les drames de santé que ça peut générer. Alors on voit également se développer un nouveau type de proxénétisme, ou en tout cas un développement du proxénétisme. Encore une fois, le proxénétisme, bon, ça n'est rien de nouveau, hein, c'est aussi vieux que la prostitution étant elle-même aussi vieille sans doute que le péché originel. Mais effectivement, on voit se développer depuis quelques années un proxénétisme de cité, euh, c'est-à-dire un proxénétisme en fait qui
voilà, qui en fait c'est qui les acteurs de ce proxénétisme? En fait, ce sont des gens en fait qui auraient pu être dans le trafic de drogue et de cité, etc., mais qui en fait ont préféré choisir une autre niche tout simplement. Et donc vous avez cette nouvelle forme de proxénétisme qui se développe. Euh, on a compté plus de 120 affaires en 2018, dont 52% de ces affaires en fait concernaient des victimes mineures, notamment des jeunes filles entre 15 et 16 ans. Ça se développe quand même à toute vitesse, et ça dure déjà aussi depuis, je dirais, une dizaine d'années, avec là aussi, c'est plutôt un proxénétisme, en fait, c'est pas du tout un proxénétisme de trottoir, c'est un proxénétisme qui se développe plutôt sur Internet, ou en tout cas sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc., sur les sites aussi. À l'époque, il y avait Viva Street. Maintenant, je ne sais pas d'autres sites sûrement, mais voilà, ça se développe beaucoup comme ça. Instagram aussi, j'imagine, Snapchat, etc. Là encore, c'est un peu le même canot hein, que le nouveau trafic de drogue. Et surtout, ce qui est particulier avec ce proxénétisme, c'est que non seulement on voit beaucoup de jeunes filles très jeunes, mineures souvent, en fait, qui tombent dedans, et ce ne sont pas des jeunes filles, si vous voulez, importées de Roumanie ou que sais-je, non. On voit des affaires très graves où souvent le jeune proxénète en fait a rencontré sa prostituée, la fille qui gère, il l'a rencontrée au collège, au lycée, quelque chose comme ça, et il a commencé à la mettre au tapin, ou elle a commencé à se mettre au tapin, elle avait besoin d'un protecteur, etc. Donc ça aussi c'est un phénomène qui se développe de façon très grave, et qui se développe pas seulement dans le milieu des cités, de la banlieue, qui se développe aussi, si vous voulez, dans la France périphérique, dans oui, la France périphérique dans son ensemble, hein, que ce soit dans les milieux ruraux ou dans les milieux périurbains de la petite bourgeoisie, on va dire, surtout de la petite bourgeoisie déclassée. Voilà, on voit quand même ce phénomène-là. Alors, on pourrait aussi parler d'OnlyFans et tout ça, hein. Donc là, on voit quand même une augmentation de la criminalité qui est aussi corrélée, si vous voulez, avec la démoralisation générale de la société. Encore quelques statistiques. En 2021, plus de 600 000 ménages français ont été victimes de cambriolage. 600 000 ménages français en un an. Et ce chiffre était en augmentation de 15% en 2022. Donc c'est une tendance là aussi exponentielle. Toutes ces statistiques, excusez-moi, toutes ces statistiques-là, ce sont des tendances exponentielles. Par ailleurs, puisqu'on va revenir quand même un petit peu à l'affaire de Nanterre, à ce symbole hein, qui excite tout le monde actuellement, on compte en 2022 près de 5400 refus d'obtempérer, dont seulement 13 ont terminé par la mort d'un des protagonistes. Protagoniste qui peut être aussi bien donc le délinquant, ou en tout cas le fuyard, ou le chauffard, ou qui peut être aussi le policier. Et donc, dans tous les cas, sur 5400 cas de refus d'obtempérer en 2022 en France, seulement 13 ont terminé par la mort d'un des protagonistes, donc ça donne un taux d'à peu près 0,25%. Donc, quand on nous... donc c'est pour ça que l'excitation de la gauche qui nous parle de racisme systémique ou que sais-je, c'est doublement ridicule, mais c'est pas seulement ridicule en fait, parce que moi ça me fait pas rire. C'est purement abject en fait. C'est purement abject, puisque à côté de ça, à côté de cette affaire, à côté de tous ces drames, de toutes ces statistiques, de toutes ces affaires en fait, qui n'ont pas de visage, pas de nom, hein, qui ne sont pas relayées sur les réseaux parce qu'il n'y a pas de vidéo pour exciter tout le monde. Mais là, je vous ai donné des statistiques, ça fait combien d'affaires tout ça? Au début de la vidéo, j'essayais de me modérer en disant centaines de milliers, c'est un peu trop, mais en fait, c'est bien de ça qu'on parle. C'est pas des centaines de milliers, c'est des millions d'affaires, en fait, dont on parle. Donc à côté de ça, vous avez les charognards du spectacle politique qui affirment de façon péremptoire que l'affaire de Nanterre, c'est un exemple, encore un exemple du prétendu racisme systémique de la police française. Évidemment, tout ceci donne des justifications pour, voilà, pour un certain public, on va dire, multiculturel, mais pas seulement aussi. Hein. Quand je dis public multiculturel, je ne parle pas seulement, on va dire, de l'électorat mélenchoniste de banlieue, mais aussi l'électorat mélenchoniste des centres-villes bourgeois, qui lui, est moins multiculturel, on va dire, ethniquement parlant. Et donc voilà, ces gens-là, enfin, cette classe politique-là donne des justifications à ce public-là pour se laisser aller à leurs plus bas instincts, à ne pas réfléchir et à se laisser aller, alors soit aux émeutes là qu'on voit actuellement,
soit à des théories fumeuses. J'ai vu je sais pas combien de gens partager sur Twitter, vous savez, un extrait vidéo du film La haine. Ces gens-là, ils se croient dans La haine, qui est un film tourné par Kassovitz, qui lui aussi, hein, je me souviens, il y avait une chanson de Kazé, la rappeuse à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez de Kazé, c'était une rappeuse très talentueuse d'ailleurs, une martiniquaise, qui avait fait une chanson où elle insultait Kassovitz, elle le qualifiait de bitch de Kassovitz, parce qu'en fait, elle considérait, elle étant vraiment de la banlieue, que voilà, ce type-là, en fait, avait euh, produit un film avec une image très romantique, enfin très romantique de la banlieue, avec tout ce romantisme du révolutionnaire, enfin du lumpen prolétariat révolutionnaire, ou plutôt du lumpen, je sais pas comment il faudrait appeler ça, en tout cas voilà, de ce public multiculturel de banlieue qui aurait donc ce potentiel révolutionnaire, ce qui est tout à fait, si vous voulez, ça c'est tout à fait l'héritage de l'école de Francfort, hein. Enfin bref, donc tous ces gens nous disent qu'en fait, voilà, il existerait une espèce de racisme systémique de la police française. Ce qui est ridicule si vous connaissez un petit peu la police française et aussi ses effectifs, hein. Il y a quand même beaucoup de citoyens français d'origine originaires des anciennes colonies qui sont dans la police, donc ça semble étonnant de parler de racisme systémique dans la police française. Mais je vais vous donner un exemple si vous voulez, de la nature abjecte en fait de ces, de ces théories. Par exemple, vous avez la députée écologie Les Verts, là, enfin voilà, Marine Tondelier. Alors elle a affirmé sur Sud Radio qu'elle n'avait, je cite, jamais vu un non-racisé, c'est-à-dire un blanc, se faire tuer pour un refus d'obtempérer. Et évidemment que les quartiers s'embrasent. Et donc juste, avant de répondre à vos questions, que ça plaise ou non à certains, pour Naël, pour les précédents, malheureusement sûrement pour les suivants, on va pas se taire. Et il va falloir un moment que cette société, que ça lui plaise ou non, adresse le problème du racisme dans la police. Est-ce que vous pensez que c'est du racisme? Adresse le problème du racisme dans la police. Est-ce que vous pensez que c'est du racisme? Mais évidemment qu'il y a du racisme dans la société. Oui, oui, bien sûr. Non, mais pourquoi du racisme dans cette affaire? Évidemment qu'il y a du racisme dans la police, pas tous les policiers. Non, mais là, est-ce que c'est une question de racisme? Non, mais jamais, je vais le dire très concrètement, j'ai jamais vu un non-racisé se faire tuer pour un refus d'obtempérer. Jamais. Ouais. Donc voilà, elle affirme que, en fait, voilà, clairement que c'est une affaire raciste, qu'en fait, il n'y a que les racisés qui se font abattre par la police en France, et que voilà, ce genre d'affaire n'arriverait jamais à un blanc de base, aucune violence policière, aucun abus policier n'arriverait en fait aux Français de souche en fait. C'est quand même étrange parce que c'est pas exactement ce qu'on a vu pendant les Gilets jaunes, mais bon. Mais là on parle à la limite, là on parle de quelque chose de plus grave, c'est quand même un meurtre, etc. C'est un peu notre affaire George Floyd en fait qui se développe ici. Mais il faut répondre la chose suivante à cette députée gauchiste. Comment expliquer le cas du jeune Romain, un Français de souche, abattu à Paris en 2018 par un policier pour un refus d'obtempérer? Une affaire d'ailleurs qui a évidemment choqué le milieu judiciaire, parce que clairement ce policier, un peu comme celui de Nanterre sans doute, avait agi de façon beaucoup trop, voilà, de façon comment dire, déraisonnée en fait. Mais voilà, comment expliquer un cas comme ça? Donc parmi les 13, alors là c'est pas les statistiques de 2022, c'est celles de 2018, mais voilà, parmi la dizaine, on va dire, de refus d'obtempérer qui se terminent par un mort, que ce soit un policier ou que ce soit un conducteur, bah voilà, apparemment il y a aussi des Français de souche dedans. Bizarrement, ce genre d'affaire-là, l'affaire du jeune Romain, à ma connaissance, n'a provoqué aucune réaction de la classe politique, ni des médias, ni d'ailleurs des gens à droite ou quoi que ce soit, peut-être parce qu'on n'a pas entendu. Les seuls qui ont relayé l'affaire, c'est F de souche. Bon, c'est un peu leur travail aussi, mais c'est les seuls qui ont relayé l'affaire à l'époque. Mais ça n'a pas causé, si vous voulez, tous ces emportements qu'on voit aujourd'hui. Donc comment ça se fait, cette dichotomie? Et juste pour la petite histoire, pour vous faire comprendre à qui on a affaire. Là, je parle de la classe politique, en particulier à gauche, pour vous dire à qui on a affaire vraiment.
Dans cette même interview de Sud Radio, cette même députée donc gauchiste, Madame Tondelier, écoutez bien, elle a déclaré qu'elle était favorable au port du hijab dans les compétitions sportives, parce que selon elle, ça, je cite, hein, ça ne gêne personne quand Ribéry fait le signe de croix sur le terrain. Il nous reste 2-3 minutes. D'un mot, quelle est votre position sur les hijabeuses? Ah bah tiens, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Le Conseil d'État, non mais le Conseil d'État doit se prononcer en fait demain sur ces jeunes femmes qui veulent jouer au football en portant le voile, contrairement donc au règlement de la Fédération française de foot pour l'instant. Bah, il y a une loi de 1905 sur la laïcité qu'on doit appliquer. Point. Et quand on essaye de faire du zèle, de dire autre chose, souvent, je constate que c'est en fait contre des femmes et des musulmanes. Donc ça me pose un problème. Je vais prendre un exemple d'un footballeur de chez moi, quand Franck Ribéry fait un signe de croix avant le coup d'envoi ou pris après un but, j'entends pas de polémique. Apparemment, elle n'est pas au courant que Ribéry, en fait, malheureusement, est un apostat qui est devenu musulman. Mais en fait, c'est un détail, mais c'est juste pour vous dire à quel point cette classe politique de soi-disant bien-pensants, etc., qui se précipite, hein, évidemment, soudainement, ils se précipitent pour récupérer le drame de Nanterre. Là, c'est une bonne récupération. Rappelez-vous que on nous a bassinés pendant l'affaire Lola et pendant l'affaire d'Annecy et de Bordeaux. Tous ces gens-là, ces mêmes personnes, la NUPES, les médias, etc., ont hurlé à la récupération à droite, ah, mais vous êtes horrible, comment est-ce que vous osez récupérer des affaires comme ça pour exprimer votre racisme ou votre haine des immigrés ou que sais-je. Ce qui, peut-être dans le cas de Lola, était pas tout à fait faux. Il y a toujours un côté, il y a toujours un aspect de récupération, évidemment, mais dans ce cas-là, en fait, à chaque fois qu'on parle d'une affaire, en fait, on la récupère. En fait, c'est un peu n'importe quoi. Surtout qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui réagissent à ça, mais qui n'ont pas, si vous voulez, de programme politique derrière. Ce ne sont pas des gens qui ont une organisation ou qui ont quoi que ce soit à gagner. Ce sont simplement des personnes lambda, des personnes honnêtes, en tout cas de simples citoyens qui réagissent de façon humaine, en fait, face à des crimes qui, selon eux, et selon les statistiques, en fait, littéralement, se multiplient avec un sentiment, voilà, d'insécurité, comme on dit, en France. Mais tout ça pour vous dire que cette classe politique qui, aujourd'hui, donc, hurle au racisme systémique ou que sais-je, ces gens-là, en fait, il faut bien comprendre une chose. Quand vous voyez les Louis Boyard, quand vous voyez les... comment il s'appelle, le député, vous savez, qui idolâtre Robespierre, là, Je viens vous voir et contrôler les gardés à vue. On arrive. Merci beaucoup. Léaumont, ou quelque chose comme ça. Ou quand vous voyez cette Madame Tondelier, vous voyez leur profil. Si vous avez fréquenté un certain milieu social, ou même si vous avez été à la fac et que vous avez été un peu dans les milieux militants, vous savez très bien à qui on a affaire. Ces gens-là ne connaissent rien du peuple, ils ne connaissent rien de la banlieue, ils ne connaissent rien de la France périphérique, ils ne connaissent rien de la France rurale, ils ne connaissent que leur petit milieu de profiteurs. Et ils sont là vraiment la pire sorte de profiteurs, à mon avis, qui puisse exister, en tout cas dans le monde politique. Mais ils sont le produit aussi de la démocratie libérale, hein, tout simplement. Ça, c'est pas nouveau, hein, lisez leur figure de Barès, c'était déjà le cas à l'époque, c'était la même chose. Et c'est dégoûtant tout ça. Mais ce qui est dégoûtant aussi, c'est que nous vivons en fait dans une société où il ne se passe pas un seul jour, en fait, sans qu'on entende parler d'un crime affreux, une agression ultra-violente, un viol sordide, puisqu'il y a 3 viols par jour, hein, selon les statistiques. Et surtout, il ne se passe pas un jour sans que le régime, le gouvernement et aussi l'appareil judiciaire, hein, il faut quand même rappeler ça, il ne se passe pas un jour sans que le régime aggrave la situation. Et pourquoi est-ce qu'il aggrave la situation tous les jours, la situation sociale? Tout simplement parce que le modèle politique du régime, c'est celui de la société ouverte. Et dans la société ouverte, il n'y a aucun moyen de parvenir à un haut degré de confiance sociale, et aussi à un haut degré de civilité, en fait. On ne peut plus faire société dans la société ouverte. La société ouverte, en fait, c'est le contraire de la société, enfin, c'est une anti-société, tout simplement. On ne peut pas faire société dans une société ouverte. Puisque la société ouverte génère, en l'espèce,
qu'on pourrait développer, mais en l'espèce, la société ouverte génère le développement du crime, par nature, par définition. Et en retour, et c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas, il y a de plus en plus de gens qui le comprennent, je pense. Il y a pas mal de gens, je trouve, à droite qui réagissent par rapport aux simples problèmes sécuritaires ou le phénomène de racailles multiethniques, etc. Ce à quoi on fait face est beaucoup plus profond. Parce que le développement du crime, de l'instabilité, de l'insécurité dans la société ouverte, qui encore une fois est un effet naturel de la société ouverte, eh bien ça justifie en fait, ça met en place un double phénomène paradoxal que Samuel Francis appelait l'anarcho-tyrannie. Qu'est-ce que c'est l'anarcho-tyrannie? Eh bien c'est un système qui, d'un côté comme de l'autre, du côté anarchie comme du côté tyrannie, c'est le peuple qui subit, et ce sont les parasites sociaux qui profitent. Pourquoi? Eh bien parce que vous avez donc, d'une part, l'anarchie. Une anarchie, c'est-à-dire un état social, en fait, alors, non pas qu'il n'existe pas de pouvoir, mais il n'y a pas de pouvoir centralisé dans un certain sens. Plus exactement, il n'existe pas de référentiel moral objectif et bon. Et donc, cet état d'anarchie, ce côté anarchie, donc de la société ouverte, profite uniquement à la classe politique corrompue. Quand je dis corrompu, c'est pas forcément corrompu financièrement, etc., même si c'est aussi le cas, hein, même si ça se passe de façon plus feutrée en France qu'ailleurs, mais je parle surtout, je dis ça d'un point de vue vraiment littéral. Une classe politique corrompue, qui profite donc de cette anarchie, mais vous avez aussi une autre classe de profiteurs qui sont tous les parasites qui se développent et qui prospèrent naturellement au sein de la société ouverte. Donc ça, c'est le côté anarchie. Ensuite, vous avez le côté tyrannie. Et donc, cette tyrannie, cette tyrannie, en fait, elle se matérialise à la fois par un État zombifié, qui n'est pas l'État au sens de l'institution noble dont nous sommes évidemment les défenseurs. Nous sommes les défenseurs, je suis un petit peu étatiste sur les bords, il n'y a aucun souci avec ça, je suis un disciple de Léon XIII, enfin simplement je suis la doctrine sociale de l'Église, donc donc voilà, et nous faisons face en fait à un État zombifié, c'est-à-dire un État parasité par une classe politique hostile aux intérêts nationaux, mais justement c'est une tyrannie en fait qui justifie l'extension infinie de son pouvoir et de ses moyens de contrôle sociaux par l'anarchie justement qu'elle engendre. Donc vous voyez un peu, c'est un Academic Agent parlerait peut-être de ratchet effect, ou Adrien parlerait peut-être d'effet cliquet. Donc vous avez cette espèce de système qui est un peu un serpent qui se mord la queue, hein. Anarchie d'un côté, tyrannie de l'autre. Et la tyrannie est justifiée justement par l'anarchie qui se développe, mais l'anarchie qui est aussi générée par cette tyrannie. Donc vous comprenez que c'est, quand on nous parle de problèmes systémiques en France, bizarrement tous ces gens à gauche ne nous parlent jamais de cet aspect-là, qui en fait, évidemment qui n'en parlent pas parce que cet état des choses en fait est lié tout simplement au modèle philosophique du régime. La société ouverte n'est pas autre chose qu'un fruit en fait du libéralisme. Alors quelque part sur Twitter, Pierre Sautarel a fait cette observation très juste qui rejoint l'analyse que je viens de faire. Je le cite. Il nous dit « L'avenir de la France, ce sont les flics militarisés qui tireront à vue comme aux USA. L'avenir de la France, c'est l'ultra-surveillance, les quartiers fermés, les enclaves, etc. Vous avez voulu la société ouverte sur le monde, eh bien vous devez désormais vous méfier même de vos voisins. Donc maintenant, assumez. » C'est très juste. C'est très juste. Alors, lorsqu'on écoute la classe politique actuelle, en particulier celle qui est proche du pouvoir, la solution au sentiment d'insécurité, puisque notre ministre de la Justice, qui d'ailleurs qui a fait toute sa carrière en défendant les pires ordures qu'a compté ce pays, vous savez qu'il nous parle de sentiment d'insécurité, donc c'est pas, voilà, il n'y a pas vraiment d'insécurité, c'est juste un sentiment.
Mais leur solution à eux, c'est quoi, en fait, pour régler quand même cette insécurité, même si c'est un sentiment, voilà, il y a quand même de l'insécurité quelque part. Eh bien, leur solution, pour eux, c'est ce qu'on entend depuis une vingtaine d'années, et surtout depuis Sarkozy, hein, c'est toujours ça le discours. C'est l'augmentation permanente des effectifs de police et des moyens mis à leur disposition, des chars anti-émeutes, des boucliers, vous savez, des LBD, des flashballs, etc. Apparemment, c'est ça la solution. Et on voit très régulièrement, enfin en tout cas très régulièrement, oui, je dirais presque tous les 3 ans, une augmentation du nombre des effectifs, augmentation du budget de la police, avec, bizarrement, il manque toujours de moyens, mais on augmente en fait les effectifs et également les moyens mis à leur disposition. Mais on va revenir sur ces moyens, parce que ce ne sont pas des moyens exactement pour combattre la criminalité problématique dans ce pays. Puisque ce discours, qui est ponctuellement sécuritaire, ponctuellement parce qu'en fait, il ne s'exprime que notamment dans des périodes électorales, puisqu'il faut rassurer l'électorat loyaliste, hein, il y a quand même un électorat loyaliste celui qui a voté, voilà, qui a voté Sarkozy, qui a voté peut-être pas Hollande, mais voilà, mais qui a voté Macron, comme il a voté hier Sarkozy. Cet électorat loyaliste-là, il faut quand même le rassurer. Ce sont des gens souvent qui ont des choses à perdre, qui ont du patrimoine ou qui ont voilà une petite rente, donc ce sont des gens un peu effrayés. Eh bien, ce discours ponctuellement sécuritaire, en fait, il dissimule un problème insoluble dans l'état actuel des choses. Pourquoi est-ce que c'est insoluble? Parce que, en fait, il est tout simplement absurde de vouloir développer une politique sécuritaire et d'augmenter, d'équiper toujours davantage les forces de l'ordre, avec des caméras, tout ce que vous voulez, des moyens de reconnaissance faciale et tout ça. C'est absurde dans une société ouverte. Dans une société ouverte, il est impossible de vraiment durablement et efficacement combattre le crime. C'est pour ça qu'en fait, depuis, si vous regardez la statistique, les statistiques de l'augmentation du crime, des agressions aux personnes et aux biens, etc., des atteintes aux personnes et aux biens, depuis les années 60-63, surtout à partir de 65, il y a un bond absolument incroyable, par 5 ou par 10, hein, du nombre d'affaires criminelles en France chaque année. Et ce chiffre, en fait, n'est jamais redescendu, en fait. Il ne redescend pas. Il y a eu une petite accalmie, on va dire, dans les années... fin des années 2010, on va dire. Mais je doute là aussi, enfin, ça me paraît quand même très douteux, en fait. Mais en tout cas, c'est ce que nous montrent les statistiques. Mais là, on voit clairement que nous... En fait, on n'est pas dans une décrue, nous sommes plutôt dans une recrudescence. Encore une fois, c'est un phénomène exponentiel. Donc c'est absurde. On ne peut pas avoir vraiment de politique sécuritaire dans une société ouverte, puisque par définition, la société ouverte n'en finit pas d'importer ou de générer des stress, des chocs, des confrontations sociétales qui vont justifier en fait le besoin de toujours plus de sécurité et de contrôle. Et surtout de contrôle. Et ça, on le voit de plus en plus. Et pas du tout dans les rues, pas du tout dans les banlieues chaudes ou dans les points de deal. C'est pas là où il se fait le contrôle, en fait. Donc, en clair, si on pouvait voilà, donner une espèce une analogie, chercher à régler le problème de l'insécurité et du crime dans une société ouverte, en fait, ça revient un petit peu à vouloir vider une barque trouée avec un seau d'eau, au lieu de chercher à colmater la brèche. Hein, ça sert à rien, vous allez couler, vous enlevez de l'eau, vous faites que ça pendant des jours et des nuits, ça sert à rien, vous coulez. C'est exactement ce qui se passe avec la France, au niveau sécuritaire, et pas seulement d'ailleurs. Et donc c'est la raison pour laquelle ce discours soi-disant sécuritaire, qui est mensonger en fait, eh ben, il ne résulte pas en autre chose que dans l'extension de la tyrannie du régime en place. C'est ça l'effet en fait de la soi-disant politique sécuritaire de la société ouverte, c'est l'extension de la tyrannie. Parce que les stress et les chocs qui vont être générés par la société ouverte finissent naturellement par provoquer, à un moment donné, on l'a vu récemment, enfin il y a quelques années, ça finit toujours par provoquer des formes de révolte ou d'insubordination du peuple. Quand je dis le peuple, je parle des gens honnêtes,
des gens qui vont subir justement à la fois l'insécurité socio-économique et l'insécurité sociétale. Et c'est ça qui explique en grande partie le soulèvement des Gilets jaunes, et c'est aussi ce qui explique, par exemple, le Rassemblement national qui fait 41% lors de la dernière élection présidentielle, malgré la médiocrité de Marine Le Pen, malheureusement. Hein, dans un pays comme la France, c'est pas normal, si vous voulez, qu'un parti comme le RN reste à 41%, il ne fasse pas plus. C'est essentiellement dû en fait à la médiocrité de Marine Le Pen. C'est pas dû du tout à l'adversité médiatico-politique. Non, c'est en grande partie dû à la médiocrité de Marine Le Pen et d'un programme qui, à mon avis, souffre de nombreuses lacunes et de choses. Voilà, bref, enfin, c'est pas le sujet. En fait, là où le discours, où la politique sécuritaire de la société ouverte se montre efficace, c'est pas du tout dans la répression du crime ou de l'immoralité, encore moins. Encore une fois, c'est une chose impossible dans la société ouverte. Là où cette politique sécuritaire va être efficace, ça va être généralement dans la répression du citoyen ordinaire, c'est-à-dire celui qui va se soulever par exemple avec les gilets jaunes et qui va finir borgne ou éclopé parce que voilà, il s'est pris une rafale de LBD dans la tronche. Mais c'est aussi la répression qui se déploie face aux citoyens ordinaires qui, par exemple, se met à voter Rassemblement National ou se met à voter ou se met à s'intéresser à des idées qui vont être jugées radicales ou en tout cas pas en ligne, si vous voulez, avec l'idéologie dominante actuelle, hein, qui va commencer à s'intéresser à des idées conservatrices, s'intéresser à des théories comme le grand remplacement ou qui va s'intéresser au catholicisme, à la tradition catholique, etc. Là, la répression va se mettre en place. Alors pas forcément par... Nous, on est quand même assez relativement bien lotis en tant que catholique, même si j'ai entendu récemment que, bizarrement, hein, le ministère de l'Éducation nationale avait lancé toute une série d'enquêtes, d'enquêtes surprises, hein, de contrôles surprises dans un certain nombre d'établissements. Alors je sais pas si c'est des établissements hors contrat ou des établissements sous contrat, mais en tout cas des établissements nominalement catholiques dans tous les cas. Voilà, pour contrôle, laïcité ou que sais-je, enfin bref. Bizarrement, dans le même temps, c'est quand même fou que ça se passe, je crois que ça s'est passé il y a quelques semaines, donc, mais dans le même temps, vous avez dans les établissements scolaires, du fait de l'idéologie dominante, du fait des politiques officielles, des programmes mis en place par l'éducation nationale, vous avez depuis quelques années une explosion de la propagande LGBT à l'école, dans les collèges, dans les lycées, etc. Ça, par contre, il n'y a pas de souci, ça m'inquiète. Dans les écoles, peut-être pas encore, heureusement, mais en tout cas, au collège, lycée, oui, ça se fait. Donc là, il n'y a pas de problème, par contre, voilà. Mais d'une façon générale, c'est vrai que nous autres catholiques, on est quand même relativement épargnés, parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à nous reprocher. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment, enfin, c'est pour ça que j'essaye vraiment d'appeler, si vous voulez, à la discipline doctrinale. Parce qu'on voit quand même beaucoup, que ce soit à gauche et aussi à droite, finalement, on voit beaucoup d'excitation, beaucoup de trolls, beaucoup de productions, en fait, qui, pour moi, peuvent être efficaces ou intéressantes sur le moment, mais sur le long terme, en fait, je vois beaucoup de choses, en fait, qui sont vaines. Il y a beaucoup de gens qui réclament, et je le vois très souvent, hein, des jeunes qui réclament, mais comment ça se fait qu'on n'a pas une colonne vertébrale doctrinale? Comment ça se fait qu'on n'a pas des idées claires? Comment ça se fait que voilà, ça part dans tous les sens, à droite voilà, comment ça se fait que ça manque autant de sérieux? Comment ça se fait que il semble qu'on ait affaire qu'à des saltimbanques? Et pendant ce temps, vous avez des gens extrêmement cultivés, intelligents, effectivement, qui n'ont pas, si vous voulez, la popularité qu'ils méritent. Heureusement, on a quand même des têtes en France, hein, on a quand même des gens qui produisent du contenu très intéressant sur l'économie, sur la géopolitique, sur tout un tas de sujets, mais c'est vrai qu'au niveau doctrinal, il y a quelque chose qui manque quand même. Et ça, c'est notre boulot à nous, les catholiques, je pense, de mettre tout le monde d'accord. Mais ne vous en faites pas, on y travaille. Enfin, peu importe, je digresse. Donc, je vous disais, la politique sécuritaire, en fait, finalement, elle ne s'attaque pas tellement aux
au crime, même si évidemment, attention, hein, les policiers travaillent, ils combattent le crime, etc. Ils vont dans les cités, ils vont démonter des trafics de drogue, des réseaux criminels, etc. Mais le problème, c'est que en fait, comme je l'ai dit, c'est un peu les policiers en fait en France, ce sont un peu des gens qui sont sur une barque et qui, vous savez, qui cope, c'est-à-dire qu'ils balancent l'eau par-dessus bord parce que leur barque est trouée, mais on les empêche en fait, ou en tout cas, le capitaine du bateau leur dit non, non, il n'y a pas besoin de colmater le trou, il n'y a aucun souci, vous continuez juste à la limite à balancer l'eau dehors. Et évidemment, c'est absurde, mais c'est l'état de la France en fait, en matière de sécurité en particulier. Et donc, par conséquent, la répression, vraiment au sens le plus efficace du terme, en fait, la répression s'applique avant tout sur les citoyens ordinaires. Alors, elle peut s'exprimer de façon diverse. La répression peut être fiscale, sociale, économique, informatique, de plus en plus, anthropologique de façon générale, spirituelle en fait. Elle peut prendre de nombreuses formes, mais le discours sécuritaire ne se montre pas efficace dans les milieux de la drogue à Marseille, ni dans les rues des grandes villes, où il y aurait pourtant à faire. Non, il se montre vraiment efficace lorsqu'il faut traquer le simple citoyen pour savoir où il se déplace, comment il se déplace, comment il a construit une cabane au fond de son jardin, est-ce qu'il a demandé la permission, etc. Quel site d'information il fréquente, qu'est-ce qu'il a acheté là tel jour, combien d'or ou de bitcoin il détient, quelles idées il entretient par rapport au régime, est-ce qu'il adhère ou pas à l'idéologie dominante. La répression, elle se fait là, en fait. C'est vraiment ici que l'idéologie sécuritaire et l'extension du contrôle tyrannique se montrent vraiment efficaces dans la société ouverte. Laquelle repose, il faut bien le comprendre aussi, la société ouverte, elle repose en grande partie sur l'exploitation de la classe moyenne, c'est-à-dire celle qui travaille, ou en tout cas qui essaye de jouer le jeu, quelque part. Elle travaille, elle entreprend, elle cherche à mener une vie honnête, en fait, hein, digne, simple, prospère, mais voilà, sans plus. Enfin, le peuple ne demande pas grand-chose, en fait. Et donc, dans une société aussi déséquilibrée, aussi tendue, aussi stressée, ben en fait, surtout si vous connaissez la banlieue, si vous connaissez la banlieue, tout simplement, la banlieue qui ne connaissent pas, tous ces gens-là qui nous parlent sur les plateaux de télévision, qui nous parlent de racisme systémique, là, sur les plateaux de télévision, ces gens-là n'ont aucune idée de ce qu'est la banlieue et de ce que subissent, en fait, non seulement les policiers, mais aussi les habitants, si vous voulez, ordinaires de ces zones-là, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils subissent. Mais quand vous comprenez l'état vraiment de la société actuelle, en fait, c'est pas surprenant, malheureusement, c'est pas surprenant de voir un policier qui pète un plomb, qui sort son arme et qui tire sur un délinquant, ou un présumé délinquant en l'espèce, bon, quand même un délinquant techniquement, hein, je veux dire, il faut regarder son casier aussi, mais voilà, un policier qui pète un plomb, il sort son arme, il tire sur un délinquant, comme il en voit, en fait, des centaines tous les jours. Il faut voir ce que c'est aussi. Là, je connais pas ce jeune qui est mort, donc je vais pas présumer de ses qualités morales, même si bon, on a quelques éléments qui nous donnent déjà des indications, mais peu importe, si vous connaissez la banlieue, vous savez quel type de population on y croise, quel type de racaille. Pas seulement en banlieue d'ailleurs, mais notamment en banlieue. Dans certaines banlieues du moins, hein, parce qu'il y a des banlieues très chics aussi. Voilà, vous les voyez, narquois, provocateurs, dangereux, imprévisibles, hostiles, et surtout tacitement protégés par l'idéologie de la société ouverte et de son clergé médiatico-politique. J'ai vu encore là tout à l'heure qu'il y avait eu une minute de silence qui avait été faite par les députés à l'Assemblée. Et c'est curieux. Est-ce que ces gens ont fait une minute de silence pour Shaina, cette jeune fille qui a subi des choses innommables en fait, hein. C'est un cas qui, moi, m'a bouleversé. Je me suis dit, mais surtout au vu
si vous voulez, aussi de l'appareil judiciaire. Ça aussi, c'est un autre problème. Mais encore une fois, l'appareil judiciaire est à l'image de, de ce qu'est le régime aujourd'hui. Donc, l'affaire Shaina, quand on voit les peines ridicules qu'ont pris les violeurs et les assassins de Shaina, là, bizarrement, il n'y a pas de minute de silence. Il n'y a pas de minute de silence non plus à l'Assemblée pour, voilà, pour toutes ces personnes qui on entend quand même régulièrement parler de cas d'agression, de meurtre ou de viol, mais absolument horribles. J'ai encore vu l'autre fois une affaire d'une jeune fille dans la banlieue parisienne, une jeune fille de 14 ans, qui en gros était abusée en fait par une racaille de son immeuble, était abusée par lui, elle a, et elle a fini dans le coma. Elle a fini dans le coma parce que, en gros, elle a subi des choses innommables, et voilà, elle a pété un plomb, en gros, je sais pas si elle a pris des médicaments ou je sais pas quoi, mais presque une tentative de suicide, et elle a fini dans le coma. Et voilà, des affaires comme ça, on en a des centaines, encore une fois, comme je vous l'ai dit, on en a des centaines toutes les semaines. Il n'y a pas de minute de silence pour ces gens. Il n'y a pas de minute de silence pour les victimes. Donc, évidemment, que cette affaire de Nanterre, c'est un drame, c'est sûr. Et bien sûr que même dans une société qui serait fondée sur des principes ordonnés, des principes de justice, tels que nous la désirons, hein, c'est la société chrétienne tout simplement. Évidemment que même dans une société chrétienne, bah, le crime et l'injustice existeront, hein, c'est comme ça, c'est le lot de l'humanité, c'est le lot de notre nature blessée par le péché originel, c'est comme ça, mais le crime et l'injustice, dans une société catholique, sont naturellement et activement réprimés et diminués en raison même des principes de cette société. C'est-à-dire que c'est la société chrétienne, et même d'autres types de sociétés qui, au moins, donc, acceptent les principes, le principe de réalité, le principe de la loi naturelle, etc. Ces sociétés ont tendance, du fait même de leurs principes, à réduire, à empêcher, en fait, à rendre très difficile le développement en fait, de la criminalité, de l'immoralité, etc., de la violence, et des choses comme ça. Évidemment, ça existera toujours. Hein, y a pas de... Sur cette terre, on ne peut pas faire un monde parfait, c'est impossible. Hein, ça faut être clair, évidemment, c'est pas notre but. Mais voilà, le fait est que lorsque vous avez une société qui est basée sur un certain nombre de principes qui sont objectivement bons, et que ces principes sont transmis dans la loi, dans l'éducation, dans la tradition nationale, dans les corps constitués, dans les institutions, bah forcément, vous avez une société qui tend naturellement vers le bien. Alors que là, on est dans le cas inverse. On est dans le cas tout à fait inverse. On est dans une société qui, en raison de ses principes, qui sont les principes de la société ouverte, et ben encore une fois, je le répète, la société ouverte produit naturellement, favorise naturellement le développement du crime, de l'insécurité, de l'immoralité, de la déstructuration et de, comment dire, de la fragmentation sociale. Ce sont des effets naturels de la société ouverte, de ce modèle-là. Alors, quant à l'indignation donc des exploiteurs de la misère sociale, hein, que ce soit en particulier la gauche bourgeoise et politique, mais aussi le public multiculturel, en tout cas une partie de ce public-là, hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, tout ça, ça ne me fait pas rire, en fait. Donc, il ne faut pas s'indigner, en fait. Et, enfin, je veux dire, excusez-moi, il ne faut pas se moquer de leur indignation. Ce serait leur faire presque une fleur. Il faut mépriser leur indignation. Il faut mépriser le discours de ces gens qui sont généralement sans honneur, sans morale. Rappelez-vous que ces gens, encore une fois, n'ont pas nos principes. Ce sont des gens qui n'ont aucun problème, si vous voulez, à inventer des mensonges incroyables devant des milliers d'électeurs. Ben, ces gens n'ont pas un seul mot pour les milliers de victimes d'agressions, de vols, de viols que j'ai cités tout à l'heure, hein, qui sont par centaines de milliers par an en France. Et ces gens hurlent à la moindre occasion à la récupération de l'extrême droite, hein, on l'a vu dans les dernières affaires. Bizarrement, ces gens sont aussi des personnes qui, à la fois, nous disent qu'il existe un racisme systémique ou je sais pas quoi,
D'un autre côté, ce sont des gens qui applaudissent des deux mains lorsque le régime va commencer à persécuter les personnes supposées avoir des opinions conservatrices ou traditionnelles. Et ce sont aussi des gens, surtout, qui sont très dangereux. Toute cette caste médiatico-politique est très dangereuse parce que elle excite, en fait. Elle excite les instincts les plus bas du public, à la fois le public libéral-libertaire, de centre-ville bourgeois, on va dire, mais aussi le public lumpen prolétarien des banlieues multiculturelles. Et encore une fois, le pire dans tout ça, c'est que cette caste médiatico-politique ne connaît rien au peuple, ni à la banlieue. Donc, non, il ne faut pas se moquer, il faut mépriser ces gens-là, et il faut, en tout cas leur discours, et il faut mépriser cette classe médiatico-politique qui faisait des grands rappels à la loi, vous savez, il y a quelques semaines, et des grands rappels à la loi au sujet de la diffusion d'images choquantes sur les réseaux sociaux, avec les affaires d'Annecy et de Bordeaux. Ils nous disaient, non seulement vous faites de la récupération, mais en plus de ça, vous n'avez pas le droit, vous risquez telle amende et 3 ans de prison si vous diffusez des images d'une affaire en cours, etc. Bizarrement, là, si vous avez remarqué, personne n'a aucun problème avec la diffusion donc des images de la bavure de Nanterre. C'est diffusé dans tous les sens, sur BFM, sur les réseaux sociaux, ça fait des mines de cire. Personne ne dit rien par rapport à ça. Donc vous voyez que ces gens, en fait, ne sont pas honnêtes, tout simplement. Alors, par contre, pour être honnête de notre côté, je me répète, mais je vais quand même le redire, il faut quand même dire qu'une bonne partie de la droite, qu'on appelle aujourd'hui civilisationnelle, c'est un peu le nouveau terme, cette droite-là, je dirais, trop souvent, semble avoir du mal à saisir en fait la vraie nature du problème qui est posé par la société ouverte. Trop souvent, pour certains, c'est pour ça que je vous disais qu'on manque vraiment, si vous voulez, de rigueur et de discipline doctrinale dans ce pays. Si on les écoute, en fait, il ne s'agit ici que d'un problème ethnique et multiculturel, puisque c'est bien connu, les sociétés multiculturelles sont intenables, elles génèrent des tensions, de la criminalité, etc., etc. Ce qui est vrai, mais seulement vrai en partie. Et surtout, c'est se méprendre en fait sur la réalité d'un modèle, et je dirais même plus, pas seulement d'un modèle, mais en fait d'une véritable maladie sociale et anthropologique, dont le remède en fait ne repose pas sur de simples statistiques ou sur de simples slogans, etc. Ce remède, évidemment, nous le connaissons, mais bon, nous sommes malheureusement trop peu encore à le connaître et surtout à l'accepter. Mais on le connaît parfaitement. Et beaucoup de gens dans la société française le connaissent, mais l'ont rejeté. Alors pour finir, il faut répéter encore une fois qu'il ne s'agit pas ici, vous l'avez compris, de commenter simplement un autre fait divers. Et c'est ce que je fais à chaque fois quand j'ai réagi sur les affaires de Lola et aussi sur l'affaire d'Annecy. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le symbole. C'est pourquoi est-ce que ces affaires en particulier génèrent autant de passion, autant de conflits, etc. Pourquoi est-ce qu'elles sont aussi symboliques, aussi représentatives en fait d'une réalité sociale? Et encore une fois, il y a beaucoup d'affaires, je dirais encore presque plus symboliques. J'ai cité l'affaire Shaina, qui pour moi est très symbolique, parfaitement symbolique, de l'état déplorable dans lequel se trouve l'institution judiciaire, qui devrait être réformée de fond en comble. Lorsqu'il faudra faire une purge vraiment totale d'une institution dans ce pays, ce sera vraiment l'appareil judiciaire. Je ne dis pas que tous les magistrats et autres sont des salauds, des incompétents, ou pire encore. Mais clairement, il y a un ménage gigantesque à faire. Pas seulement au niveau de l'appareil judiciaire, mais aussi, évidemment, du personnel, des politiciens, des législateurs. Il y a une réforme législative gigantesque, et d'abord constitutionnelle à opérer en France. C'est évident. Mais il y a d'autres affaires représentatives aussi. Là, on parle d'affaires, si vous voulez, qui provoquent beaucoup de passion, mais on oublie aussi toutes les autres affaires, du genre l'affaire Pierre Palmade, vous vous en souvenez? Là aussi, c'est une affaire qui est aussi très représentative de l'impunité et de la corruption morale de nos élites politiques.
Et voilà, on pourrait encore en dire beaucoup. En tout cas, la réalité que cache ce drame de Nanterre, c'est ce fruit épouvantable de la société ouverte, c'est-à-dire l'effondrement du degré de confiance sociale. Et ça, c'est très grave, parce que j'écoutais récemment, j'ai discuté avec un analyste financier indien et avec un de ses collègues chinois. Et en fait, il me disait, mais quand on regarde l'Europe, et c'est vrai qu'on ne s'en rend pas toujours compte, hein, même si on est au cœur de l'action, mais il disait, quand on regarde l'Europe, en fait, on se dit que à moins d'un miracle, et évidemment, ça prendra pas moins d'un miracle, mais à moins d'un miracle, il disait, mais si l'Europe ne revient pas ne retrouve pas une forme de souveraineté, de volonté politique, et surtout, même eux le comprenaient, surtout s'ils ne reviennent pas à des principes religieux forts et des principes moraux, c'est terminé. D'ici 2040, 2050, c'est terminé. C'est fini. Donc ces gens-là voient tout ça. Pendant ce temps, la Chine, bon, l'Inde, c'est un peu plus bizarre comme pays, mais l'Inde se développe économiquement quand même, malgré tout. Par contre, la Chine, c'est un autre monde. Hein. La Chine, c'est un ethno-state socialiste et corporatiste, mais c'est un État qui fonctionne quand même et qui prospère pour l'instant. C'est juste pour vous donner une autre perspective. Mais c'est vrai que, en fait, il y a vraiment lieu de s'inquiéter parce que l'humanité et la société occidentale en particulier, aujourd'hui, devrait normalement se trouver à un stade de civilité de civilité extrêmement avancée, notamment grâce aux apports de la foi, de la raison chrétienne et de la technique aussi, y compris d'ailleurs, puisque c'est le sujet, en matière de répression du crime et de l'immoralité. Je voyais tout à l'heure la Mélenchon, voilà, toujours aussi ringard et stupide, qui disait oui. En fait, il comparait cette affaire-là à la peine de mort. Vous voyez, la peine de mort est interdite en France. Comment est-ce que ça peut arriver une affaire pareille? On est dans une société, voilà, qui refuse même la peine de mort pour les pires criminels. Ça montre quand même que un certain état de faiblesse anthropologique. Alors que justement, avec le développement de la foi, de la raison, de la justice sociale et de la technologie, on est capable d'éviter justement des erreurs judiciaires, parce que souvent c'est ça, par exemple en matière de... Sur la question de la peine de mort, souvent c'est un peu ça qui revient comme grand argument, mais qu'est-ce que vous faites, des erreurs judiciaires, etc. Bah oui, ça peut exister. Ça peut exister même pour les gens qui prennent juste une peine de prison, hein, c'est pas plus juste pour autant, même si les conséquences sont plus fâcheuses, mais c'est juste pour vous dire que, en principe, normalement, on devrait se trouver, en Europe notamment, à un stade de civilité beaucoup plus avancé. Et au lieu de ça, en fait, qu'est-ce qu'on constate? Au lieu de ça, parce que l'Europe, en particulier, a rejeté la foi chrétienne, et tous les principes philosophiques et moraux qui vont avec, mais qu'est-ce qu'on voit? On voit une société occidentale qui se dirige toujours plus vers la barbarie et vers la tyrannie. Et ça, c'est le prix que paye l'Europe, justement, pour avoir rejeté les principes salvateurs du catholicisme. Et c'est également le cas en matière de sécurité, de contrôle des frontières, de répression du crime, etc. Ça va ensemble, tout ça. Bref, je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vous dis à très bientôt. Restez connectés à la chaîne, surtout pour les membres, puisqu'il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent très vite. Cœur de Jésus, ayez pitié de nous.